À la ligne, feuillet d'usine. Joseph Pontus. À la ligne est le premier roman de Joseph Pontus. C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien poc-poc, l'odeur de la mer. Par la magie d'une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes. Joseph Pontus est né en 1978. Après des études de littérature à Reims et de travail social à Nancy, il a exercé plus de 10 ans comme éducateur spécialisé en banlieue parisienne, où il a notamment dirigé et publié « Nous, la Cité », édition Zone 2012. C'est fantastique tout ce qu'on peut supporter. Guillaume Apollinaire, lettre à Madeleine Pagès, 30 novembre 1915. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution. Non, l'usine c'est pour les sous, un boulot alimentaire comme on dit, parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche, dans mon secteur, alors c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle littéraire et convenue. Eh bien, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6 heures du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. « Que faites-vous, mon boulot ? Casser des cailloux ? De la merde. J'ai plus de dos. Un truc de chien. Devrait pas être permis. Autant crever. » Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé, au même chantier. Même question. Je bosse. J'ai une famille à nourrir. C'est un peu dur. C'est comme ça, et c'est déjà bien d'avoir du boulot. C'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux. Que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui, au départ, m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pull vert, un sweatshirt à capuche, de bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu, je n'en parle plus qu'en disant « mon usine », comme si petite intérimaire que je suis, parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Bientôt, nous produirons aussi les coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées et langoustes. J'espère voir cette révolution, gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas possible. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette, il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit « J'ai rien vu, mais fais gaffe au chef s'il t'attrape. » Depuis, je louse-dé sous mon tablier avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité, du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être à tout le moins une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit.
J'écris comme je parle quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète, écrivait en substance, dans je ne sais plus quoi, Barbey d'Aurevilly. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul, déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. L'embauche, ce ne peut être que cet immense couloir blanc, froid, au début duquel sont les pointeuses, autour desquelles on se presse la nuit à l'heure de l'embauche, 4 heures, 6 heures, 7h30 du matin, suivant le travail assigné, le dépotage soit les caisses de poissons à vider, le mareyage ou l'écorchage soit la découpe de poissons, la cuisson soit tout ce qui concerne les crevettes. Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée. Commencer à 16 heures, finir à minuit, ici, tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est, sans compter les heures de nuit, payer 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi. Quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul, tes 8 heures de boulot, c'est 8 heures de boulot à quelque heure de la journée. Et puis, quand tu rentres, à la débauche, tu rentres, tu zones, tu comates, tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil. Peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalés, à l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent, dans un demi-sommeil de réveil, tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger, comme lorsque l'on s'endort, ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent, à la ligne. C'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause quand on peut sortir fumer et boire un café. Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet. Absolu existentiel radical, les sanctuaires grecs, la prison, les îles et l'usine. Quand tu en sors, tu ne sais pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes, même si nous savons qu'il n'y a pas de vrai monde, mais peu importe. Apollon a choisi Delphes comme centre du monde, et ce n'est pas un hasard. Athènes a choisi l'agora comme naissance d'une idée du monde, et c'est une nécessité. La prison a choisi la prison que Foucault a choisie. La lumière, la pluie et le vent ont choisi les îles. Marx et les prolétaires ont choisi l'usine. Des mondes clos, où l'on ne va que par choix, délibéré, et d'où l'on ne sort. Comment dire ? On ne quitte pas un sanctuaire indemne. On ne quitte jamais vraiment la tôle. On ne quitte pas une île sans un soupir. On ne quitte pas l'usine sans regarder le ciel. La débauche, quel joli mot, qu'on n'utilise plus trop, sinon au sens figuré, mais comprendre, dans son corps, viscéralement, ce qu'est la débauche, et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson, mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après 8 heures de ligne. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre. Les contrats courent sur 2 jours, 1 semaine, tout au plus. Ce n'est pas du Zola, mais on pourrait y croire. On aimerait l'écrire le 19e et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche, j'attends la débauche, j'attends l'embauche, j'espère. Attendre et espérer. Je me rends compte qu'il s'agit des derniers mots de Monte Cristo. Mon bon Dumas. Mon ami, le conte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces 2 mots, attendre et espérer ?